Bonjour à tous et bienvenue sur Vintage Ride Symphony. À la fin de l'épisode précédent, Michel devait passer une expertise. Celle-ci a été faite, je peux enfin tout vous raconter. C'est parti, let's go! Le but de l'achat de cette voiture était de prouver qu'on pouvait encore en 2025, dans un budget très restreint, se faire plaisir, même en étant papa. Michel devait également me permettre de faire du contenu plaisir sur YouTube avec une auto qui a de la gueule. Cette chaîne étant dédiée au plaisir automobile, cette machine était parfaite. Était, tout d'abord, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai acquis Michel, le vendeur avait notamment dans ses arguments que le turbo avait été remplacé. Et il m'a présenté la facture du turbo, mais pas sa mise en place par un professionnel. Il l'avait fait remplacer par une de ses connaissances, qui selon ses dires est, dans le civil, un mécanicien et donc un professionnel de l'automobile. Même hors facture, je peux tout à fait comprendre, étant donné la valeur et l'ancienneté du véhicule, que trouver des moyens de payer moins cher, et étant donné le contexte actuel, soit une solution pour faire des économies. Malheureusement, quand ça se passe mal, les économies, ça se paye. Vendredi 13 décembre dernier, lors d'un dépassement, Michel s'est mis en sécurité et a dégagé un énorme panache de fumée blanche provenant du pot d'échappement. Dans un premier temps, je me mets en sécurité. J'enfile mon plus beau gilet jaune et dispose mon plus beau triangle de sécurité. Ces deux éléments que je venais juste de recevoir, qui avaient été mis dans la voiture la veille, étaient absents du véhicule quand je l'ai acheté. Tenant à rouler dans les règles de l'art, je crois avoir eu le nez fin sur ce coup. J'appelle tout d'abord mon assurance, qui a missionné un dépanneur automobile. Malgré la date qui n'augurait rien de bon, j'ai eu la chance qu'il soit basé à proximité de là où je suis tombé en panne, ce qui m'a permis de pouvoir être dépanné en une vingtaine de minutes. 20 minutes later. Mon contrat d'assurance inclut le prêt d'une voiture de location pendant 5 à 12 jours. Et là aussi, j'ai eu la chance que l'agence de location en lien avec mon assurance soit à proximité. Dès le lendemain, j'ai pu avoir une solution de secours. En parlant du lendemain, après avoir géré les urgences, je me suis mis en quête d'un garage susceptible de connaître la mécanique de l'Alfa. Je savais que si des interventions avaient à être effectuées, ce serait bien après le remorquage. Et arrivant juste avant les périodes de fête de fin d'année, il a donc fallu que je me trouve une solution pérenne afin de mettre en sécurité Michel pendant un laps de temps relativement long. Je n'avais d'autre choix plus raisonnable que de la confier au garage Alpha le plus proche de chez moi. En parallèle, plusieurs autres événements se sont passés. J'ai tout d'abord et tout naturellement contacté le vendeur de Michel afin de le tenir informé des événements. Et je me souviens encore de ses paroles. « Tu m'avais dit que tu avais la guigne, mais à ce point-là, je n'ai jamais vu ça. » Après l'arrivée de Michel chez Alpha, un premier diagnostic a été fait par les techniciens et le verdict est sans appel. Durite de turbo ne tenant pas, durée de dépression turbo absente, turbo cassé, plus d'huile dans le moteur et petite surprise supplémentaire, surenchement d'huile de boîte de vitesse. N'ayant plus qu'une seule solution, j'ai fait appel à ma protection juridique. Avant d'attaquer cette partie, je tenais à dire que je ne suis nullement sponsorisé ou rémunéré par un quelconque service de banque ou d'assurance, et qu'il ne s'agit uniquement que de l'expérience que j'ai pu avoir. Juste avant d'avoir trouvé Michel, il a fallu que je passe par ma banque pour un emprunt. Après avoir parlé de l'ensemble de mes projets auto avec ma conseillère, et après avoir exposé l'ensemble de mes choix, elle m'a vivement conseillé de souscrire, et à juste titre, une assurance protection juridique. Tout d'abord, une assurance PJ, qu'est-ce que c'est? L'assurance protection juridique, c'est comme avoir un avocat dans la poche, prêt à te conseiller et à te défendre en cas de litige. Cette assurance te permet de bénéficier de conseils juridiques et de la prise en charge des frais de procédure en cas de litige avec un tiers, que ce soit pour une dispute avec ton voisin à propos de la hauteur de sa haie ou un désaccord avec ton fournisseur d'accès internet, ton bouclier juridique est là pour te protéger. Si tu as besoin de savoir si tu as raison ou tort dans une situation, un juriste est là pour te guider. Avocat, expert, huissier, tous ces frais peuvent être couverts par ton assurance. Il vaut mieux éviter le tribunal. Ton assurance peut t'aider à trouver une solution à l'amiable. Elle s'utilise aussi bien pour les litiges du quotidien, problèmes avec un achat en ligne, conflit avec un artisan, etc. Pour les litiges plus complexes, comme les problèmes de voisinage ou les litiges avec ton employeur. Tu peux souscrire cette assurance en tant que contrat autonome ou en complément d'une autre assurance, et en cas de litige, tu informes ton assureur et il prend le relais. J'ai beaucoup apprécié la rapidité de traitement à ce moment-là. Dans tous les cas, étant donné les éléments que j'ai apportés à mon conseiller, le verdict est lui aussi sans appel. Et nous mettons en cause le vendeur pour vice caché. Une fois le cadre posé, mon conseiller a missionné un expert d'un cabinet d'expertise automobile. Une fois les renseignements pris, un délai légal de 21 jours est incompressible dans le cadre d'une mise en cause de la partie adverse.
L'expert en assurance, c'est un peu comme un détective des temps modernes. Son rôle, c'est d'évaluer les dégâts après un sinistre et de déterminer les causes et les responsabilités. Il intervient dans divers domaines: auto, habitation, santé. Après un sinistre, que ce soit incendie, accident, vol, l'expert se rend sur place pour constater les dommages. Il enquête pour comprendre ce qui s'est passé et déterminer les responsabilités. Il chiffre également le montant des réparations ou des indemnisations. Il rédige en tout cas un rapport détaillé pour l'assureur qui servira de base pour l'indemnisation. L'expert automobile, lui, est spécialisé dans l'évaluation des dommages subis par les véhicules. Ses missions sont notamment de constater les dégâts. Il examine le véhicule accidenté pour évaluer les dommages. Il estime le coût des réparations nécessaires et s'assure que l'accident s'est déroulé comme indiqué dans le constat à l'amiable. Il peut négocier avec le garagiste sur le coût des réparations, mais dans le cadre de la mise en cause d'un tiers, l'expert automobile joue un rôle crucial pour la protection juridique. Voici comment cela fonctionne lorsqu'il s'agit d'un particulier ayant vendu sa voiture. En cas de litige avec l'acheteur de ta voiture, par exemple, si l'acheteur découvre un vice caché, tu déclares le sinistre à ton assureur. L'assureur mandate un expert auto pour évaluer les dommages et déterminer les responsabilités. Ensuite, il rédige un rapport détaillé qui servira de base pour la défense de tes intérêts. L'assureur utilise ce rapport pour négocier avec l'acheteur ou son assureur et, si nécessaire, pour engager des actions en justice. Et dis donc, Étienne, moi j'aime bien les voitures et tout ça, j'ai envie de devenir expert auto. Devenir expert, ce sont quelques points d'XP à avoir. Si tu rêves de voiture même en dormant, c'est un bon début. Avoir une passion pour tout ce qui roule, c'est essentiel. Mais il faut un certain bagage. Direction l'école. Un diplôme en mécanique automobile, en ingénierie ou en assurance est souvent nécessaire. Les cours de droit des assurances peuvent aussi être très utiles. Après les études, place à la formation spécifique en expertise automobile. Mais rien ne vaut l'expérience sur le terrain. Travailler dans un garage, une compagnie d'assurance ou un cabinet d'expertise te donnera les compétences pratiques indispensables. Pour être officiellement reconnu, il te faudra obtenir une certification d'expert en automobile. En France, cela passe par un examen et une inscription sur la liste nationale des experts en automobile. Il faut savoir parler aux clients, expliquer des termes techniques de manière simple et rédiger des rapports clairs. Ce sont des compétences clés. Il faut savoir rester curieux. Le monde de l'automobile évolue vite. Rester à jour avec les nouvelles technologies et les réglementations est crucial pour rester au top. Le 20 janvier dernier, s'est déroulée l'expertise de Michel. Après avoir signé la feuille de présence en ma présence, celle du vendeur et des experts, après avoir fait le résumé précis de la situation, nous sommes allés voir le véhicule. Et une fois sur le pont, les défauts constatés précédemment sont bien présents. En sus, ont été constatées les conséquences. À savoir, écoulement important d'huile lors de la déconnexion de la durée d'échangeur, un reste d'environ 1 ml d'huile avec des paillettes métalliques. Ces mêmes paillettes sont présentes dans le fond de la cuve. Dommage sur l'extrémité des ailettes du turbo côté admission d'air. Axe de turbo cassé avec un jeu important dans les deux sens d'actionnement. Mais punaise, Étienne! Le turbo, il était censé être neuf! Comment ça a bien pu arriver? Le turbocompresseur comporte des pièces mobiles tournant en moyenne entre 100 000 et 200 000 tours minute. Des vitesses telles qu'un roulement ne pourrait correctement supporter la vitesse des révolutions de l'axe. C'est donc l'huile qui fait office de roulement. Saviez-vous que les roues à ailettes d'un turbo subissent une accélération centrifuge dépassant les 100 000 G? Oui, vous avez bien entendu, 100 000 fois la force de gravité. Cette accélération incroyable impose des contraintes énormes sur les roues, nécessitant une fabrication ultra précise. L'usinage et l'équilibrage de ces éléments doivent être parfait. Un tout petit déséquilibre et pouf, le turbo ne fonctionne plus. C'est pourquoi chaque composant est fabriqué avec une rigueur extrême pour garantir des performances optimales. Impressionnant, non? Et c'est de cette même rigueur dont doit faire preuve le mécanicien qui s'occupe du remplacement d'un turbo. Lors de la mise en place d'un nouveau turbo, il est impératif de faire tourner le moteur sans le démarrer pendant quelques secondes pour permettre à l'huile de circuler dans le turbo. Et le précédent mécanicien ah, il veut vraiment pas partir, c'est tout. A simplement oublié cette petite étape qui a entraîné une usure accélérée des pièces. Les pièces mobiles du turbo se sont usées rapidement en raison du manque de lubrification qui a entraîné des frottements excessifs et des dommages mécaniques. Les pièces mobiles se sont grippées, provoquant une défaillance complète du turbo et des dommages au moteur. Le rapport a donc bien conclu à un vice caché. Et même avec beaucoup d'espoir de la revoir vaillante et roulante, les dommages étaient malheureusement trop importants et les réparations trop coûteuses ou incertaines pour retrouver un véhicule fiable. C'est à ce moment que j'ai dû dire adieu à Michel.
Après avoir passé près de 2 mois sans véhicule et après avoir fait l'échange en sens inverse avec le précédent propriétaire, il m'a fallu repartir sur de nouvelles recherches. Avec ce qui me restait financièrement de cette expérience, comment rebondir correctement? L'épreuve a été longue et intense. J'ai préféré revoir mes exigences de prestations automobiles à la baisse pour me concentrer sur une certaine forme de fiabilité. Je dois cependant toujours prendre en compte mes enfants, que l'agglo dans laquelle je bosse est passée en zone à faible émission au 1er janvier et qu'à la même date, elle est passée en zone 30, sauf sur quelques heures. Encore une fois, quelle galère d'essayer de trouver un bloc essence fiable sur une voiture moderne. C'était sans compter les pilotes du dimanche où je suis tombé sur un de leurs shorts concernant le bloc Ali4 TCE de chez Renault. Tout commence en 1898, quand Louis Renault et ses frères Marcel et Fernand décident de se lancer dans l'aventure automobile. Leur première voiture, la Renault Type A, est un succès immédiat. Louis Renault, passionné de mécanique, réalise lui-même les premiers essais de la voiture dans les rues de Paris, impressionnant tout le monde par sa performance. Au fil des décennies, Renault devient un acteur majeur de l'industrie automobile. Des modèles emblématiques comme la 4 chevaux, lancée en 1946, qui devient rapidement la voiture populaire de l'après-guerre. La Dauphine, qui conquiert le marché américain dans les années 50. Et bien sûr la Renault 5, lancée en 1972, qui devient une icône des années 70 et 80. Renault, c'est aussi une histoire de personnes dévouées. Des ingénieurs comme Fernand Picard, des designers comme Gaston Juchet, des ouvriers, tous unis par une même passion pour l'automobile. Chaque modèle qui sort de l'usine est le fruit de leur travail acharné. Renault, c'est aussi une icône de la culture populaire. Des films aux jeux vidéo, les voitures Renault ont souvent été sous les projecteurs. Mais Renault, ce ne sont pas que des voitures de tous les jours. C'est aussi une histoire de vitesse et de compétition. Renault, c'est aussi Alpine, une marque synonyme de sportivité et de performance. Fondée en 1955 par Jean Rédélé, un passionné d'automobile, Alpine se fait rapidement un nom avec des voitures légères et agiles conçues pour la compétition. L'Alpine A110, lancée dans les années 60, devient une véritable icône du rallye, remportant le premier championnat du monde des rallyes en 1973. Après une période de sommeil, la marque renaît en 2017. Avec la nouvelle Alpine A110, un coupé sportif qui combine technologie moderne et esprit authentique de la berlinette d'origine. L'aventure Gordini est également un chapitre fascinant de l'histoire de Renault. Amédée Gordini, surnommé le sorcier, a transformé des voitures ordinaires en véritables bolides de course. La Renault 8 Gordini, par exemple, est devenue une légende des rallyes dans les années 60. Grâce à Gordini, Renault a pu s'imposer dans de nombreuses compétitions et gagner en notoriété. Gordini a également travaillé sur des modèles comme la Dauphine Gordini et la R12 Gordini, qui ont toutes les deux connu un grand succès. Et c'est là qu'entre en scène l'un de nos héros, Jean Ragnotti. Jean Ragnotti, alias Jeannot, fait partie du panthéon de ces légendes de rallye. Né le 29 août 1945 à Pernay-Fontaine, il commence sa carrière en 1967 avec une R8 Gordini. En 81, il remporte le rallye Monte-Carlo avec la première voiture turbo de l'histoire du WRC, la Renault 5 Turbo. Une victoire historique qui marque les esprits. En 82 et 85, Ragnotti triomphe au Tour de Corse avec la Renault 5 Turbo et la Renault 5 Maxi Turbo. Ces exploits font de lui une icône du sport automobile. En tout, il participe à 41 rallyes du championnat du monde, remportant 3 victoires et montant 9 fois sur le podium. Jean Ragnotti, toujours aussi passionné, aime partager ses anecdotes de course. Comme cette fois où il a fait un 360 en pleine spéciale et a continué comme si de rien n'était. Un vrai showman. Et puis il y a l'aventure Matra. Matra, c'est l'innovation et la performance à l'état pur. Dans les années 60 et 70, Matra a dominé les courses de prototypes et de Formule 1 avec des voitures comme la Matra MS 670, victorieuse aux 24 heures du Mans 72, 73 et 74. L'association avec Renault a permis de créer des modèles emblématiques et de repousser les limites de la technologie automobile. Matra a également été à l'origine de la Renault Espace, le premier monospace européen lancé en 1984. C'est beau, hein? Écoute ça, écoute! Renault, c'est aussi la Formule 1.
Tout commence en 77 quand Renault décide de révolutionner la F1 avec son moteur turbo. Les autres équipes, des moteurs atmosphériques bien classiques. Renault, ils se sont dit pourquoi pas un turbo? Et bim, la RS01, première F1 moteur turbo, entre en scène avec Jean-Pierre Jabouille au volant. Les débuts sont un peu chaotiques, mais en 79, miracle à Dijon, Jean-Pierre Jabouille décroche la première victoire turbo de l'histoire de la F1. Une victoire qui marque le début d'une révolution technologique. Les années 80 voient des hauts et des bas, mais Renault persévère. C'est une période d'innovation constante. Les moteurs Renault propulsent Williams et dominent le championnat avec Nigel Mansell et Alain Prost. Et puis, 2002 arrive. Renault revient en tant qu'écurie à part entière avec Fernando Alonso et Jarno Trulli. En 2003, Alonso remporte sa première victoire en Hongrie, devenant le plus jeune vainqueur de l'époque. Le clou du spectacle, 2005 et 2006. Alonso et Renault dominent les championnats, remportant 2 titres mondiaux consécutifs et une performance époustouflante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Crashgate éclate en 2009, après l'accident volontaire de Nelson Piquet Jr. pour favoriser Alonso. Flavio Briatore et Pat Simon sont bannis, et en 2010, Renault vend la majorité de son équipe à Genii Capital. Renault devient motoriste et propulse Red Bull vers les sommets de 2010 à 2013. Et les moteurs hybrides en 2014 donnent un avantage à Mercedes. La relation avec Red Bull se détériore et il passe chez Honda en 2018. Renault rachète Lotus en 2016 pour devenir une écurie d'usine. L'équipe progresse avec Hülkenberg, Ricciardo et Ocon. Et quelques podiums en 2020. En 2021, Renault devient Alpine. Fernando Alonso revient et Ocon offre une première victoire à Alpine en Hongrie en 2021. En 2023, Gasly rejoint Ocon pour un duo 100% français. En 2024, des performances en demi-teinte et un changement de pilote. Jack Doohan remplace Ocon en fin de saison. Renault en F1. C'est une saga de passion, d'innovation et de rebondissement. Et Renault a également joué un rôle crucial dans l'histoire militaire et des forces de l'ordre. Pendant la Première Guerre mondiale, Renault se transforme en véritable entreprise d'armement. Les usines de Billancourt produisent des chars, des camions et des moteurs d'avion pour soutenir l'effort de guerre. Le char Renault FT, conçu en 1917, est considéré comme l'un des premiers chars modernes avec sa tourelle rotative. Durant la Seconde Guerre mondiale, Renault poursuit la production de matériel militaire sous l'occupation, fabricant chars, camions et pièces d'avion. Louis Renault, dont l'attitude durant cette période reste controversée, collabore avec l'effort de guerre allemand, ce qui entraîne la réquisition de ses usines. Après la libération, l'entreprise est nationalisée et continue de jouer un rôle clé dans la production de véhicules pour l'armée et les forces de l'ordre. En parallèle, en 2001, Renault Trucks Défense, RTD, devient rapidement un acteur majeur dans ce domaine, fournissant des véhicules blindés et tactiques à l'armée française et à d'autres forces armées à travers le monde. En 2018, RTD est rebaptisé Arqueus, un nom qui symbolise la fusion de l'innovation et de la tradition militaire. Arqueus continue de jouer un rôle clé dans la défense avec des véhicules comme le Sherpa Light, le VAB Mark III et le Griffon. Ces véhicules sont utilisés dans des opérations de maintien de la paix et des missions militaires à travers le monde. Arqueus bénéficie d'une expérience centenaire, ayant évolué pour répondre aux besoins modernes des forces armées. Qui n'a jamais rêvé, petit, de jouer aux gendarmes et aux voleurs? En plus de ses contributions militaires, Renault a également fourni des véhicules aux forces de l'ordre. Des modèles comme la Renault 4L et la Renault 12 ont été largement utilisés par la police et la gendarmerie. Ces véhicules robustes et fiables étaient parfaitement adaptés aux besoins des forces de l'ordre, que ce soit pour les patrouilles urbaines ou les interventions en milieu rural. Mais pour les brigades rapides d'intervention, ou BRI, c'est une autre histoire. Ces unités spéciales de la gendarmerie française, créées en 67, ont pour mission de surveiller les autoroutes et de lutter contre l'insécurité routière. Dès le début, Renault a joué un rôle clé dans cette aventure. En 66, les gendarmes testent les premières voitures rapides, dont l'Alpine Renault A110. Et oui, la légendaire Alpine! L'Alpine A110, avec son moteur puissant et son agilité, devient rapidement un choix évident pour les BRI. Elle permet aux gendarmes de rattraper les contrevenants à des vitesses folles. Au fil des années, Renault continue de fournir des véhicules performants aux BRI, comme la Renault 21 Turbo, la Mégane RS et plus récemment l'Alpine A110 nouvelle génération. Ces voitures ne sont pas seulement rapides, elles sont aussi équipées de technologies avancées pour assurer la sécurité des gendarmes et des usagers de la route. Imaginez-vous au volant d'une Mégane RS ou d'une Alpine A110 filant à toute allure sur l'autoroute pour intercepter un chauffard. Sensation forte, garantie. Grâce à cette collaboration étroite avec Renault, les BRI ont pu accomplir leur mission avec efficacité et style. Une véritable histoire de passion et de performance. En résumé, Renault, c'est plus de 120 ans d'innovation, de compétition et de passion. Une histoire qui continue de s'écrire chaque jour. Grâce à des pionniers comme les frères Renault et des légendes comme Jean Agnotti, Amédée Gordini, Fernando Alonso et les ingénieurs de la galaxie Renault. Et n'oublions pas les contributions essentielles de Renault et Arqueus aux forces de l'ordre
et à l'armée, qui ont également marqué l'histoire de la marque. Mais je ne suis pas un grand fan de Renault. N'étant pas grand fan des modèles entre 2000 et 2015, j'avais retiré la marque aux losanges de mes recherches. Force est de constater que j'ai pourtant trouvé ce que je pense être une bonne affaire. Un véhicule garanti, checké et révisé dans un garage affilié Renault, 153 000 km, bloc essence 1.4 TCE 230 chevaux qui est censé être un bloc fiable, même si quelque peu gourmand en agglomération. Ce sont plutôt de bons arguments pour un daily, même si comparé à Michel la Giulietta, le fun y est moins. Cependant, ayant beaucoup de limitations à basse vitesse sur la route du boulot, les 170 chevaux de la Giulietta ne demandaient qu'à s'exprimer. Et ces vitesses réduites étaient, force est de constater, difficiles à tenir. Il n'en reste pas moins que j'ai envie d'upgrader cette Mégane. Même si je peux oublier de gagner le 400 mètres contre une Volvo qui patine ou un multiplat à Christone Mantes, autant faire en sorte qu'elle soit un peu plus agréable. L'un des frères Renault s'appelant Fernand, mais préférant cependant un prénom féminin, ma grand-mère Fernande a toujours été une source d'inspiration pour moi. J'ai l'honneur de vous présenter Fernande. En respectant les caractéristiques du véhicule, il y a quelques éléments qui peuvent être pimpés afin d'embellir un petit peu la vie à bord. J'aurai le plaisir de vous présenter mes projets plus en détail dans les prochains épisodes de Vintage Ride Symphony. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires passionnantes. À bientôt sur ma chaîne pour d'autres aventures palpitantes. Kenavo, bisous!